Le 29 octobre 2025, un événement inimaginable s'est produit. Un voyageur venu d'une autre étoile, 3i Atlas, s'est approché de notre Soleil et a éclaté. Pas dans un brasier ou un nuage de poussière, mais dans un éclat bleu vif qui n'aurait pas dû exister. Aucune poussière, aucun débris, seulement de la vapeur d'eau jaillissant à des vitesses folles. Et lorsque le télescope spatial James Webb a scruté de plus près, il a révélé quelque chose d'effrayant. Une coque de croûte irradiée, profonde de 50 pieds. Comme si le temps lui-même l'avait scellé. Des milliards d'années d'exposition. Et puis cela. Quelque chose à l'intérieur de cette coque s'est modifié au contact de la lumière solaire. La vraie interrogation ne porte pas sur la cause de l'explosion. Elle concerne le fait qu'un objet conçu pour défier l'éternité se soit réveillé de manière si brutale près de notre étoile. Restez jusqu'au bout, car ce soir, vous saisirez pourquoi 3i Atlas pourrait être le premier objet interstellaire à avoir riposté. Si ce mystère vous captive autant qu'il me passionne, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater de la suite. Dites-moi d'où vous regardez et partagez cette vidéo partout où vous le souhaitez pour entretenir la discussion. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à explorer des récits comme celui-ci. Merci de nous soutenir. Première partie. L'éruption que personne n'avait anticipée. Le 29 octobre 2025, dans l'obscurité entre les mondes, un phénomène imprévu a surgi. Un corps en provenance de l'extérieur de notre système solaire, filant plus vite qu'une balle, a soudainement explosé en lumière. Pas l'éclat doux et progressif que les astronomes attendent d'une comète se réchauffant dans la chaleur solaire, mais une flambée brutale et inattendue qui a illuminé les télescopes terrestres comme une sirène cosmique impossible à faire taire. Cet objet s'appelle 3i Atlas. Et ce matin d'octobre, il a atteint son périhélie, le point le plus proche de sa trajectoire autour de notre Soleil. Le périhélie d'une comète devrait être prévisible. La chaleur du Soleil fait fondre la glace, libérant des gaz dans l'espace. L'objet s'illumine peu à peu, comme si on augmentait l'intensité d'un variateur. Les astronomes observent cette valse depuis des siècles. Ils en connaissent les pas. Ils en maîtrisent le tempo. Mais 3i Atlas n'a pas respecté le scénario. Au contraire, il a flamboyé avec une intensité fulgurante dans les jours précédant son passage le plus serré, comme si un élément essentiel de sa nature avait été éveillé, déclenché ou libéré. Permettez-moi de vous donner les chiffres pour mesurer l'ampleur de la chose. 3i Atlas s'est approché du Soleil à environ 1,4 unités astronomiques, soit roughly 130 millions de miles ou 210 millions de kilomètres. C'est en réalité plus éloigné que la Terre du Soleil, ce qui rend l'éruption encore plus étrange. La plupart des comètes doivent s'approcher bien plus près avant de se montrer théâtrales. Pourtant, ce visiteur d'un autre système stellaire, encore à une distance respectable, s'est enflammé comme s'il avait franchi une limite invisible. Et la vitesse, cette chose file à environ 130 000 mph. Ça fait à peu près 210 000 km/h, ou roughly 60 km si vous préférez la notation scientifique. Elle suit ce que les astronomes nomment une trajectoire hyperbolique, ce qui signifie mathématiquement qu'elle n'est pas liée à notre Soleil. Elle vient d'ailleurs et elle repart, sans jamais revenir. L'excentricité de sa trajectoire avoisine 6,2, pour info. Tout ce qui dépasse 1 indique un objet non captif. Ce n'est pas une comète qui nous appartient, c'est un étranger de passage. Mais ni la vitesse ni la trajectoire ne suffisent à rendre 3i Atlas inoubliable. Ce qui le distingue vraiment, c'est son apparence et son comportement. Quand les astronomes ont dirigé leur spectrographe vers cet intrus qui s'illuminait, ils ont vu quelque chose qui les a poussés à revérifier leurs appareils. La lumière émise par 3i Atlas était bleue, pas le jaune-blanc poussiéreux et chaleureux d'une comète ordinaire, mais bleu, plus bleu que le Soleil lui-même. Cet éclat bleu révèle une histoire de molécules qui n'auraient pas dû être présentes en telle quantité. Les analyses spectroscopiques initiales ont repéré du carbone diatomique, noté C2 en notation chimique, et de l'amidogène NH2. Ce sont des fragments moléculaires qui se forment dans des conditions précises et leur abondance suggère que la composition de l'objet ou la manière dont il libère sa matière diffère radicalement des comètes familières. Puis vient le paradoxe de la queue de poussière. Et là, les choses deviennent vraiment bizarres. Chaque comète que vous avez vue en photo, Halley, Hale-Bopp ou Neowise, possède une queue, souvent deux en fait. Une queue ionique bleue repoussée par le vent solaire et une queue de poussière blanche ou jaune propulsée par la pression de radiation. La queue de poussière est la marque de fabrique d'une comète. C'est ce qui les fait ressembler à des pinceaux cosmiques balayant le ciel.
Selon la sagesse établie, quand une comète se rapproche du Soleil et chauffe, sa glace se sublime, libérant des particules de poussière piégées qui forment un arc élégant s'étirant loin du Soleil. Three Eye Atlas, lors des premières observations avant le périhélie, n'en avait pas. Ou si c'était le cas, sa queue de poussière était si faible, si palichonne, qu'elle passait presque inaperçue. Les observateurs balayant le ciel ont vu un objet s'illuminer de façon spectaculaire, mais sans laisser de traces évidentes de débris dans son sillage. C'était comme observer quelqu'un courir sur une plage sans imprimer la moindre empreinte. Les astronomes ont commencé à poser des questions dérangeantes. Où est la poussière? Cet objet est-il vraiment une comète, ou s'agit-il plutôt d'autre chose se camouflant sous une apparence de comète? Des observations ultérieures ont révélé qu'une queue est apparue avec le temps, mais cela soulève encore plus d'interrogations. Pourquoi ce retard? Pourquoi la poussière a-t-elle mis autant de temps à se manifester? Les comètes ordinaires ne lambinent pas. Elles se mettent à éjecter leur matière dès que la chaleur solaire les atteint. L'absence de queue ou son apparition tardive est devenue l'un des mystères les plus marquants de Three Atlas, un indice indiquant que sa composition structurelle ne cadre pas avec le modèle classique. Et, soyons clairs, cela contredit les schémas de base établis. Les astronomes disposent de siècles d'observations sur les comètes. Ils ont des modèles mathématiques qui prévoient les courbes de luminosité, les taux de dégazage, la production de poussière, tous étalonnés sur des dizaines de comètes bien étudiées. Three Atlas a fracassé ces modèles comme s'ils étaient en verre fragile. L'éclaircissement rapide, l'émission bleue, la queue de poussière manquante ou différée, ce ne sont pas de simples écarts. Ce sont des signaux d'alarme indiquant que notre compréhension du fonctionnement des comètes pourrait être incomplète ou pire, erronée. Nous voilà donc face à un énigme qui touche au cœur de la science planétaire. Three Atlas est-il simplement une comète bizarre, une exception statistique, une anomalie, mais au fond un bloc gelé de glace et de roche? Ou est-ce autre chose de radicalement différent? Quelque chose qui nous obligerait à élargir nos définitions, à remanier nos théories, et peut-être même à remettre en cause nos certitudes sur les objets errants entre les étoiles. Les enjeux sont plus élevés qu'il n'y paraît. Si c'est juste une comète de plus, tant mieux. On ajuste les modèles, on ajoute une note de bas de page et on passe à autre chose. Mais si ce n'est pas le cas, si Three Atlas incarne une nouvelle catégorie d'objets ou suit des règles encore inconnues, alors les répercussions se propagent loin. Cela signifierait que le milieu interstellaire regorge d'objets que nous ne saisissons pas. Cela impliquerait que nos présupposés sur la formation, la survie et l'évolution des petits corps lors de voyages entre les étoiles sont fondamentalement bancals. Cela ouvre des perspectives sur de nouvelles physiques, de nouvelles chimies, de nouvelles interrogations sur la formation planétaire et le cycle de la matière dans la galaxie. Et voici la question qui devrait vous tourmenter la nuit. Et si ce visiteur cosmique ne provenait pas seulement d'un autre système stellaire? Et s'il avait été modifié, transformé ou même conçu? Et si l'objet que nous observons n'est pas celui qui a quitté son système d'origine il y a des milliards d'années, mais quelque chose modelé par des forces que nous commençons à peine à appréhender? Cette interrogation est le moteur de tout ce qui suit. Car pour y répondre, il faut scruter sous la surface, au sens littéral, et saisir ce que des milliards d'années dans le vide interstellaire peuvent infliger à un objet. Il faut décrypter le masque pour apercevoir le visage qu'il dissimule. Deuxième partie, sondons sous la croûte. JWST, rayon cosmique et une coquille de 50 à 65 FT. Quand le télescope spatial James Webb a dirigé son regard infrarouge vers Three Atlas, il ne cherchait pas une comète. Il traquait une scène de crime ou peut-être un site archéologique. La nuance entre ces deux qualificatifs pourrait séparer des processus naturels de quelque chose de bien plus intrigant. Quoi qu'il en soit, ce que JWST a détecté, c'est une surface radicalement et irréversiblement modifiée. Le télescope spatial James Webb, associé à des spectrographes terrestres disséminés sur la planète, a commencé à reconstituer l'image de la couche externe de Three Atlas. Leur découverte, une croûte exceptionnellement épaisse de matériaux traités par rayonnement, enveloppant l'objet comme une armure. Ce n'est pas une fine pellicule d'altération spatiale, telle qu'on en trouve sur un astéroïde de notre système solaire. C'est une enveloppe d'environ 15 à 20 mm d'épaisseur, soit à peu près 50 à 65 FT, pour ceux qui préfèrent pour les mesures humaines. Pour donner une idée, c'est la hauteur d'un immeuble de 5 étages. Visualisez une quantité de matière équivalente à un bâtiment entier de 5 niveaux, chimiquement et physiquement altéré par l'exposition à l'environnement le plus impitoyable de l'univers.
Le mécanisme à l'œuvre dans cette métamorphose est le bombardement par rayons cosmiques, et il faut en saisir les implications concrètes. Notre système solaire est niché dans une bulle protectrice nommée héliosphère, une zone d'espace régie par le vent solaire, des particules chargées émanant du Soleil qui repoussent le milieu interstellaire. L'héliosphère fonctionne comme un bouclier, déviant la plupart des rayons cosmiques galactiques et atténuant l'exposition aux radiations pour tout ce qui s'y trouve. Le champ magnétique terrestre ajoute une couche de sûreté supplémentaire. Nous vivons dans un quartier relativement paisible, à l'échelle cosmique. Mais 3 Atlas a passé des milliards d'années hors de toute héliosphère, dérivant dans l'espace interstellaire sans la moindre protection. Là-bas, il a subi la pleine violence des rayons cosmiques galactiques, protons à haute énergie, noyaux atomiques lourds, électrons propulsés à une vitesse proche de celle de la lumière par des supernovas et d'autres événements cosmiques cataclysmiques. Ces particules ne se contentent pas de heurter la surface pour rebondir. Les rayons cosmiques s'infiltrent profondément dans la matière, percutant les molécules, rompant les liaisons chimiques, réorganisant les atomes et formant des composés inédits qui n'existaient pas au moment de la formation de l'objet. Au fil de millions, voire de milliards d'années, ces impacts incessants altèrent les couches superficielles, transformant la glace et la roche intactes en une substance radicalement modifiée. Des simulations informatiques de ce phénomène indiquent qu'un objet comme 3I Atlas, voguant à travers l'espace interstellaire pendant potentiellement des milliards d'années, pourrait voir sa couche irradiée s'étendre jusqu'à 15 ou 20 mètres de profondeur. Ce n'est pas une hypothèse hasardeuse. Elle repose sur des modèles d'interaction de particules, des mesures des flux de rayons cosmiques dans l'espace interstellaire et des expériences où des échantillons de glace et de roches sont exposés à une radiation cosmique simulée en laboratoire. Les conséquences en sont profondes et troublantes. Si la surface de 3I Atlas forme une enveloppe de 50 à 65 pieds d'épaisseur faite de matériaux altérés, alors ce que nous observons, ce que nos spectrographes analysent, ce que nos télescopes capturent, n'est pas l'objet originel. C'est un voile, une apparence forgée par des milliards d'années de bombardements particulaires. La véritable composition de 3I Atlas, les substances qu'il a emportées de son système natal, pourrait être enfouie sous cette croûte traitée, préservée et dissimulée comme un mystère attendant d'être dévoilé. Cela renverse complètement l'une des hypothèses fondamentales sur les objets interstellaires. Les astronomes s'enthousiasment pour ces visiteurs d'autres systèmes stellaires car ils devraient représenter des échantillons intacts, des capsules temporelles renfermant des données sur la formation planétaire dans des systèmes solaires extraterrestres non altérés par les processus qui ont modelé notre propre voisinage. Mais si la surface a été si profondément modifiée, les informations que nous recueillons pourraient en dire plus sur le rayonnement interstellaire que sur les origines de l'objet. C'est comme tenter de lire un livre dont les 50 premières pages ont été effacées et remplies de bruit blanc. Certaines observations corroborent cette idée de croûte de manière inattendue. Des chercheurs examinant les données spectroscopiques de 3I Atlas ont noté des irrégularités dans les abondances métalliques, notamment des ratios inhabituels de nickel par rapport au fer. Dans les corps typiques de notre système solaire, le fer prédomine sur le nickel de façon prévisible. Ce rapport constitue l'une des signatures utilisées pour classer et décrypter les petits corps célestes. Or, 3I Atlas présente des traces de nickel plus marquées que prévu. Un schéma que des scientifiques, dont Avi Lowe de Harvard, ont qualifié d'intéressant et méritant un examen approfondi. Bien sûr, des explications naturelles existent pour ces ratios métalliques atypiques, des environnements de formation variés, des températures différentes, des voies chimiques distinctes lors de la genèse du système planétaire pourraient tous générer des compositions non standards. Mais le modèle de croûte irradiée propose une autre piste. Et si le traitement de surface influençait préférentiellement certains éléments, produisant des signaux trompeurs qui ne reflètent pas la composition initiale? Et si le nickel détecté provenait de réactions de spallation par rayons cosmiques ou des noyaux lourds se fragmentent en particules plus légères? Ou encore, si la croûte libérait sélectivement certains métaux tout en retenant les autres. L'enjeu pratique est clair. Pour percer la nature réelle de 3I Atlas, son origine et les conditions de son lieu de naissance, il faut franchir cette barrière. Il faudrait que la chaleur solaire érode les couches altérées pour révéler l'intérieur vierge. Si un tel intérieur existe, cela pourrait se produire à mesure que 3I Atlas se réchauffe et perd de la matière. Ou pas.
La croûte pourrait être assez résistante pour traverser le périhélie sans dommage, laissant l'objet authentique caché, peut-être à jamais, sauf si une fracture ou un événement cataclysmique brise l'enveloppe. C'est ici que le récit vire à la spéculation, et je vous invite à y réfléchir sérieusement, car cela compte. Et si cette croûte due aux radiations n'était pas qu'un simple résidu du voyage interstellaire? Et si, par une combinaison de chimie et de physique encore mal comprise, cette couche modifiée remplissait un rôle? Pourrait-elle servir d'isolant, protégeant l'intérieur d'une dégradation supplémentaire? Pourrait-elle moduler la libération de composés volatiles, dictant le rythme et la manière dont l'objet perd sa matière? Pourrait-elle? Et, même si cela évoque la science-fiction, pourrait-elle avoir été conçue pour cela? Cette dernière interrogation paraîtra absurde à bon nombre de scientifiques, et c'est peut-être justifié. On n'invoque pas d'explications artificielles sans preuves extraordinaires, et nous n'en avons pas encore. Mais voilà le hic. Nous ignorons encore ce que des milliards d'années de bombardement par rayons cosmiques peuvent infliger à la chimie organique complexe, aux mélanges de glace et aux assemblages minéraux. Nous ne savons pas si des processus pourraient engendrer de la structure et de la fonctionnalité à partir du désordre. La nature est capable de prouesses stupéfiantes qui semblent conçues sans l'être. L'évolution en est la preuve. Alors, quand on examine cette coquille de 50 à 65 pieds et qu'on repère des irrégularités, il faut garder l'esprit ouvert à diverses interprétations, y compris celles qui dérangent. Le vrai intérêt pour le public n'est pas de tirer des conclusions hâtives. Il réside dans la prise de conscience qu'on croit apercevoir un artefact venu d'un autre système stellaire. Mais peut-être qu'on se trompe et qu'on observe seulement le masque modifié, la surface altérée, l'enveloppe qui s'est formée au fil d'un voyage inimaginablement long à travers l'obscurité. La question de ce qui se cache en dessous, et si on aura un jour l'occasion de le voir, constitue l'un des énigmes principales de 2I Borisov. Et comme on va le voir bientôt, cet intérieur dissimulé pourrait détenir la clé pour expliquer pourquoi cet objet défie toutes les règles qu'on croyait connaître sur les comètes. Troisième partie, composition, trajectoire et dimension. Pourquoi cet objet continue de bousculer toutes les normes? Plus les astronomes accumulent de données sur 2I Borisov, moins il ressemble à quoi que ce soit d'observé jusqu'ici. Ce n'est pas une seule bizarrerie ou une mesure inattendue. C'est un ensemble d'anomalies qui, assemblées, dépeignent un corps céleste qui refuse de s'insérer dans une catégorie rassurante. Commençons par ce qui devrait être évident. De quoi est-il constitué? Les analyses de spectroscopiques mettent en évidence une composition à la fois reconnaissable et insolite. 2I Borisov présente des traces marquées de monoxyde de carbone et de dioxyde de carbone, abrégées en CO et CO2 en notation chimique. Ces composés sont assez répandus dans les comètes, rien d'étonnant. Pourtant, les proportions sont décalées. La quantité de CO par rapport au CO2 est supérieure à celle qu'on observe habituellement chez les comètes du système solaire, ce qui évoque soit une température de formation différente, soit un milieu chimique distinct à l'origine, soit un traitement sélectif d'une molécule par rapport à l'autre au cours du périple interstellaire. Ensuite, il y a l'eau. 2I Borisov libère de la vapeur d'eau à un rythme qui a stupéfié les observateurs. L'eau est le volatile le plus fréquent dans les comètes. C'est elle qui forme la plus grande partie de la glace dans ces boules de neige sales. Mais le débit auquel 2I Borisov émet de l'eau ne cadre pas avec les modèles fondés sur sa distance au Soleil et sa taille estimée. Il en produit trop vite, comme s'il abritait un réservoir de glace d'eau plus proche de la surface ou plus accessible que ne le prévoit la structure classique d'une comète. Souvenez-vous de cette croûte de radiation de 50 à 65 pieds dont on a parlé? Peut-être que cette croûte se fissure, ouvrant des conduits qui laissent s'échapper la vapeur d'eau en jet concentré plutôt qu'en sublimation diffuse. Et puis, il y a les métaux. Plusieurs équipes de chercheurs ont signalé la détection de nickel dans le spectre de 2I Borisov, et pas en quantité infime, mais en niveau significatif. Plus précisément, ils observent du nickel en abondance supérieure à celle du fer, ce qui inverse l'ordre habituel dans notre système solaire, dans les météorites, les astéroïdes, et tout ce qu'on a pu mesurer. Le fer l'emporte sur le nickel par un facteur de 10 ou plus. Or, 2I Borisov semble ignorer cette règle. Certains spécialistes proposent que cela reflète un environnement stellaire différent où la nucléosynthèse dans les supernovas a généré des ratios d'éléments inhabituels. D'autres, comme Avilob, avancent que cela pourrait signaler quelque chose de plus extraordinaire, peut-être même des matériaux artificiels, bien que ce soit l'hypothèse la plus spéculative.
Passons maintenant à la taille et à la masse, car c'est là que 2I Borisov apparaît vraiment comme un cas à part. Les estimations de masse le placent au-delà de 33 milliards de tonnes. Pour comparer, la comète de Halley, sans doute la plus célèbre de l'histoire humaine, pèse environ 22 milliards de tonnes. Ainsi, 2I Borisov est environ 50% plus lourd que Halley. Et n'oubliez pas, Halley est lié à notre système solaire, orbitant autour du Soleil tous les 75 ou 76 ans. Pour une comète interstellaire venue d'un autre système stellaire, 33 milliards de tonnes représentent une taille anormalement imposante. Pourquoi cela compte-t-il ? Parce que l'éjection d'un objet d'un système planétaire est un processus brutal et imprévisible. Les interactions gravitationnelles avec des planètes géantes peuvent propulser des corps plus petits vers l'espace interstellaire. Mais plus un objet est grand et massif, plus il est difficile à expulser. Il faut plus d'énergie, une géométrie orbitale plus précise, plus de hasard. Le fait que 2I Borisov soit si massif indique soit qu'il provient d'un système aux dynamiques particulièrement turbulentes, soit qu'il s'agit d'un événement statistiquement rare, soit, et c'est l'option qui dérange, qu'il ne s'agit pas d'une comète éjectée naturellement, mais d'un objet placé intentionnellement sur sa trajectoire. La trajectoire elle-même alimente cette confusion. 2CS Borisov suit une orbite hyperbolique avec une excentricité d'environ 6,2. C'est hyperbolique à l'extrême. Cela signifie que l'objet se déplace bien au-delà de la vitesse de fuite du Soleil, loin d'être capturé, et sa vitesse atteint environ 60 km/s, ce qui est rapide même pour un objet interstellaire. La plupart des étoiles de notre voisinage galactique se déplacent à des vitesses de 20 à 30 km/s, les unes par rapport aux autres. 2I Borisov file à travers l'espace à 2 fois cette allure, Cela soulève des interrogations sur son origine et sur ce qui a pu en accélérer l'approche. Un autre aspect intrigant concerne sa trajectoire, que certains scientifiques ont relevé. L'inclinaison orbitale par rapport à l'écliptique, le plan dans lequel la Terre et la plupart des planètes gravitent, reste relativement faible. Pour un visiteur interstellaire vraiment aléatoire, on s'attendrait à une inclinaison tout à fait imprévisible. Les objets devraient arriver de toutes les directions, sous tous les angles, puisque l'espace est tridimensionnel et isotrope. Pourtant, le parcours de 3I Atlas s'aligne quelque peu avec l'écliptique, pas de façon parfaite, mais plus que ce que le hasard pur laisserait supposer. Cela pourrait n'être qu'un détail sans importance. Les statistiques ont leurs caprices, et les coïncidences surgissent parfois sans raison. Ou bien cela indiquerait que la trajectoire de l'objet a subi l'influence d'un facteur non pris en compte, comme une interaction gravitationnelle ou une rencontre antérieure qui l'aurait guidé vers un plan plus conforme à l'architecture de notre système solaire. En associant les irrégularités de composition, le mystère de la masse, les doutes sur la trajectoire et cette croûte irradiée qui masque ce qui se trouve en dessous, on discerne un schéma émergent. Chaque élément pris isolément pourrait s'expliquer naturellement, mais dans l'ensemble, ils dépeignent un objet qui ne cadre pas tout à fait avec le modèle classique d'une comète interstellaire. C'est comparable à une pièce de puzzle qui semble presque adaptée, mais pas tout à fait. On peut la caser de force, pourtant, elle ne s'ajuste pas parfaitement aux voisines. C'est là que la controverse s'invite au débat. La position dominante dans la communauté scientifique reste prudente. Oui, 3I Atlas est atypique. Oui, il met à l'épreuve nos théories, mais nous n'avons analysé que 3 objets interstellaires à ce jour. Oumuamua en 2017, 2I Borisov en 2019, et voilà 3I Atlas maintenant. 3 cas ne constituent pas un échantillon substantiel. On ne peut pas extrapoler à partir de si peu d'exemples. Donc, peut-être que le souci ne réside pas dans 3I Atlas, peut-être que nos modèles reposent sur un échantillon biaisé d'objets qui ont demeuré dans notre système solaire et que la population interstellaire est simplement plus variée que nous ne le pensions. C'est une perspective tout à fait légitime. Mais il existe un autre courant, plus restreint mais déterminé, qui estime qu'il ne faut pas écarter trop vite les hypothèses alternatives. Avi Loeb, qui dirige le département d'astronomie à Harvard et s'est forgé une réputation en posant des questions dérangeantes, propose que les particularités de 3I Atlas, tout comme celles qui entouraient Oumuamua auparavant, méritent un examen approfondi des origines artificielles. Pas forcément des extraterrestres, mais des artefacts, des sondes, des engins spatiaux, des constructions intelligentes lancées à travers la galaxie pour des motifs que nous ne pouvons qu'imaginer. Cette idée n'est guère prisée dans le milieu astronomique. La plupart des experts reculent devant l'invocation d'une intelligence, car cela contredit le rasoir d'Occam,
ce principe selon lequel les explications les plus simples sont les plus probables. Une comète l'emporte sur un vaisseau spatial en termes de simplicité. Les processus naturels surpassent l'ingénierie. Mais la riposte de Loeb est que le rasoir d'Occam ne s'applique que lorsque les diverses explications collent aussi bien aux faits. Quand les interprétations naturelles exigent une logique de plus en plus alambiquée, des conditions de plus en plus précises, des hasards de plus en plus improbables, il est peut-être temps d'envisager que les données nous mènent vers une piste inconfortable. Comparons 3I Atlas au visiteur interstellaire précédent pour mieux situer les choses. Oumuamua fut le premier objet interstellaire confirmé dans notre système solaire et il déconcertait dès le départ, élancé, chancelant, sans dégazage apparent, mais avec une accélération non gravitationnelle, comme si une force le propulsait. Les astronomes ont fini par opter pour un scénario impliquant un dégazage de glace d'hydrogène, même si tous n'y adhèrent pas. 2I, Borisov, en revanche, se comportait davantage comme une comète classique, ce qui a rassuré bien des savants en laissant penser que Oumuamua n'était qu'une bizarrerie isolée. Mais voici que 3I, Atlas, surgit, et il présente à nouveau des anomalies, sous des formes totalement différentes. Éclaircissement massif et rapide, croûte irradiée, irrégularité métallique, queue de poussière tardive. Si Oumuamua était étrange et Borisov ordinaire, alors 3I Atlas l'est d'une manière inédite, ce qui incite à se demander à quel point l'étrangeté est-elle courante et quand cesse-t-on de qualifier ces phénomènes d'anomalie pour les désigner comme un motif récurrent. L'aspect sous-jacent dans tout cela, c'est que les bizarreries de composition et de trajectoire ne sont pas isolées. Elles sont liées par le modèle de la croûte irradiée. Si la surface a été altérée et modifiée, nos mesures spectroscopiques pourraient nous tromper. Si la masse est supérieure aux prévisions parce que l'intérieur est plus dense ou plus compact que la matière cometière habituelle, cela influence notre lecture de la trajectoire. Peut-être l'objet a-t-il subi plus de traînées ou plus de pression de radiation que nous n'avons calculé, ce qui rendrait sa trajectoire plus curieuse qu'elle ne l'est en réalité. Tout s'entremêle, formant un réseau d'énigmes interconnectées où tirer sur un fil ne fait que resserrer les nœuds ailleurs. Si la composition et la trajectoire sont déjà sous, tant si l'on repousse déjà les limites de la compréhension classique, alors l'énigme de la queue de poussière marque l'endroit où ces limites s'effondrent complètement. Car l'absence ou le retard d'une queue de poussière visible ne remet pas seulement en cause nos modèles des comètes, elle interroge fondamentalement ce qu'est une comète. Quatrième partie. L'énigme de la queue de poussière et ses implications pour le noyau. Figurez-vous en train d'observer un feu de camp où quelqu'un ajoute une bûche aux flammes. Vous anticipez de la fumée, des étincelles, peut-être un jaillissement de braise tourbillonnant dans le ciel nocturne. Mais imaginez plutôt que la bûche s'illumine plus vivement et chauffe davantage, sans dégager la moindre fumée, sans étincelles ni cendres apparentes. Vous vérifieriez sans doute si c'est vraiment une bûche et non un objet déguisé en bois. C'est à peu près ce que les astronomes ont vécu en observant 3I Atlas s'approcher du périhélie. Les comètes traditionnelles, en se rapprochant du Soleil, devraient produire des queues de poussière visibles. Le processus est simple. La chaleur solaire fait sublimer la glace en surface et dans les couches proches, passant directement de l'état solide à gazeux. Ce gaz emporte avec lui des particules de poussière enchâssées, des silicates, des composés organiques, de minuscules grains figés dans la glace lors de la formation de la comète. Une fois libérées, ces particules sont repoussées par la pression de radiation, c'est-à-dire la poussée physique de la lumière solaire, formant une large queue courbe orientée globalement loin du Soleil, mais traînant derrière le mouvement de la comète en raison de la masse et de l'inertie des grains. Ce phénomène devrait démarrer bien avant le périhélie et se prolonger après. Plus on s'approche du Soleil, plus la chaleur s'intensifie, plus le dégazage s'accélère et plus la queue de poussière devient spectaculaire. C'est prévisible. C'est l'une des marques essentielles du comportement cométaire. Sauf que 3I Atlas, lors de ses observations critiques avant le 29 octobre, n'en produisait pas, ou du moins pas de façon marquée. Les observateurs signalaient la coma bleue, détectaient des émissions gazeuses, mesuraient un éclat croissant, mais la queue de poussière restait faible ou inexistante. Pour être précis, une queue est apparue plus tard. Des observations ultérieures, menées par des installations comme l'observatoire TD, ont capturé des images montrant du matériau éjecté du noyau. Mais le moment était décalé. La forme était inhabituelle et toute la séquence déviait du scénario attendu. Ce retard, cette hésitation de la poussière à se manifester, forme le cœur d'un des mystères les plus profonds de 3I Atlas.
Deux hypothèses principales tentent d'expliquer cela, et elles dépeignent des images très contrastées de ce à quoi pourrait ressembler le noyau. L'hypothèse A postule que 3I Atlas est extrêmement riche en glace et pauvre en poussière. Peut-être, lors de sa formation, a-t-il accumulé dans un milieu où les grains de poussière étaient rares ou ont été perdus de préférence. Peut-être des traitements ultérieurs pendant son voyage interstellaire ont-ils concentré la glace et appauvri la poussière. Si l'objet est fondamentalement un immense iceberg sale avec très peu de débris solides incrustés, alors, sous l'effet de la chaleur, il génère surtout du gaz et fort peu de poussière. La queue serait alors principalement ionique, avec son éclat bleu issu de gaz ionisés et une contamination minimale par la poussière. Cette idée séduit par sa simplicité et sa logique naturelle. Les comètes se forment dans des zones froides et éloignées des systèmes planétaires où les conditions varient énormément. Certaines régions pourraient bien engendrer des corps riches en glace et appauvris en poussière. Mais elles laissent un goût d'inachevé, car elles n'expliquent pas le délai. Même une comète pauvre en poussière devrait libérer ce qu'elle en a assez rapidement, une fois la chauffe enclenchée. L'hésitation de 3I Atlas à afficher une queue visible indique que quelque chose de plus complexe se déroule. C'est là qu'intervient l'hypothèse B. La poussière est présente, mais retenue ou retardée par des facteurs structurels. Une possibilité réside dans la géométrie. Si la queue de poussière est orientée vers ou loin de la Terre, nous pourrions ne pas la voir nettement à cause d'un raccourcissement en perspective. Pourtant, plusieurs observatoires à divers endroits auraient dû capter au moins un angle de vue où la queue devenait visible, et le retard s'est maintenu sur de multiples sessions d'observation. Une explication plus captivante implique la croûte de radiation et un phénomène dénommé effet d'écran de refroidissement par CO2. Voici comment cela opère. La glace de dioxyde de carbone sublime a des températures inférieures à celles de la glace d'eau. Ainsi, en approchant du Soleil, 3I Atlas commence par ventiler du CO2 avant que la glace d'eau ne soit assez chaude pour sublimer de manière notable. La sublimation de CO2 absorbe de la chaleur. Les transitions de phase sont endothermiques, ce qui signifie qu'elles extraient de l'énergie du matériau environnant, refroidissant effectivement la surface et repoussant le début de la sublimation de la glace d'eau. Cela forme une couche protectrice, un effet de refroidissement, qui maintient la surface du noyau en dessous du seuil de température pour un dégazage majeur d'eau tant que l'objet n'est pas beaucoup plus proche du Soleil. Ce n'est que lorsque la chaleur solaire surpasse le refroidissement dû à la sublimation de CO2 que la glace d'eau se met à sublimer pour de bon. Et c'est dans la glace d'eau que réside la plus grande partie de la poussière enchâssée. On obtient ainsi un décalage entre l'éclatissement piloté par le CO2 et la formation de la queue impulsée par la poussière. Ajoutez à cela la croûte de radiation de 50 à 65 pieds, et vous obtenez. Les effets cumulatifs jouent un rôle clé ici. Si la croûte est résistante, dense et peu perméable, elle risque de retenir la poussière en dessous. Même lorsque les gaz s'infiltrent par les fissures et les pores, ils peuvent s'échapper sans trop de peine. Les molécules sont minuscules, elles se diffusent, elles repèrent des chemins. En revanche, les grains de poussière sont bien plus volumineux et ne sortent que lorsque la croûte se fissure physiquement, se brise ou s'érode. On observerait donc d'abord une émission de gaz, suivie bien plus tard d'une libération de poussière une fois que la solidité de la croûte cède. Ce scénario anticipe que la queue de poussière surgirait abruptement, presque de manière désastreuse, dès que le seuil critique serait franchi. Et en effet, des observations ultérieures de 3I Atlas révèlent des jets et des panaches spectaculaires pointés vers le Soleil. Des jets solaires, ce qui est inhabituel car la pression de radiation devrait repousser la matière loin du Soleil, non vers lui. Ces jets indiquent des percées localisées où du gaz sous pression et de la poussière ont enfin traversé la croûte pour jaillir en flux concentré, plutôt qu'en sublimation diffuse. Les implications de ces idées pour la constitution du noyau sont immenses. Si l'hypothèse A est juste et que le noyau est vraiment un réservoir de poussière, alors 3I Atlas n'est pas un comète ordinaire. Il ressemble davantage à un iceberg cosmique, un bloc de volatile relativement pur avec peu d'impuretés rocheuses ou métalliques. Cela soulève des interrogations sur sa formation. Comment et où un tel bloc de glace si propre a-t-il vu le jour? Quel environnement de système planétaire produit une glace aussi immaculée? Si l'hypothèse B est valide et que la poussière est piégée sous une couche protectrice, le noyau pourrait évoquer un cœur rocheux ou métallique entouré de poches de glace et surmonté de cette épaisse croûte due à la radiation.
La structure interne serait hétérogène, stratifiée avec des zones riches en volatiles et d'autres plus pauvres, entraînant un dégazage complexe. Ce serait moins un comète pur et plus un objet hybride, mi-comète, mi-astéroïde, avec des caractéristiques des deux. Il existe aussi une troisième option que personne n'ose formuler ouvertement, mais qui plane dans les sous-entendus des articles scientifiques. Et si la queue de poussière était si faible parce que l'objet n'est pas du tout un noyau cométaire classique? Et s'il s'agissait d'une structure artificielle recouverte de glace? Et si la croûte de radiation n'était pas due à une altération naturelle, mais à un blindage conçu? Je sais à quel point ça paraît farfelu. Je sais que ça provoque un scepticisme immédiat et à juste titre. Mais si on reste honnête intellectuellement, il faut reconnaître que certaines observations, les anomalies métalliques, les doutes sur la trajectoire, le retard dans la libération de poussière, la structure suggérée par les données, sont au moins compatibles avec cette vue, même si elles ne l'imposent pas. La métaphore visuelle oppose une boule de neige fraîchement faite à une qui a passé l'hiver dehors, accumulant des couches de glace, de terre et de neige tassée. La boule neuve est homogène, prévisible. On sait à quoi s'attendre en la ramassant. Celle qui a subi les intempéries est stratifiée, compliquée, potentiellement trompeuse. La surface ne révèle pas ce qui se cache à l'intérieur. 3i. Atlas est cette boule usée par le temps, et on s'évertue à deviner si le cœur est plus neige ou quelque chose de tout à fait différent. Des preuves issues d'installations comme l'observatoire TD ont saisi ce qu'ils qualifiaient de jet géant, dirigé vers le Soleil, visible début novembre 2021. C'est précisément le type de percée catastrophique qu'on attendrait si des volatiles sous pression, coincés sous une croûte, trouvaient enfin une issue. C'est aussi un comportement difficile à simuler avec la physique cométaire classique. Les jets solaires exigent des géométries précises, des répartitions thermiques spécifiques, des propriétés structurelles atypiques. Le mystère de la queue de poussière se relie directement à l'hypothèse du reliquat transformé qu'on a évoqué précédemment. Si la croûte de radiation domine les propriétés de surface, si l'intérieur est masqué et structurellement sophistiqué, alors l'absence ou le délai de la queue de poussière s'explique. C'est un signe de la condition plus profonde, un objet radicalement modifié par son périple, revêtu d'une armure qui dissimule sa vraie essence jusqu'à sa rupture. Et cela nous amène aux questions plus vastes, celles qui élèvent cette histoire au-delà d'un simple comète étrange. Et si des objets comme 3i Atlas n'étaient pas si rares? Et si l'espace interstellaire regorgeait de reliquats transformés, de boules de neige sales enveloppées d'armures radioactives, errant entre les étoiles et traversant parfois des systèmes solaires comme le nôtre? Et si une petite fraction d'entre eux n'était pas naturelle du tout? Et s'ils étaient des sondes, des semences, des messages ou des artefacts déposés par des civilisations qu'on n'a pas encore rencontrées? Ces interrogations paraissent sorties de la science-fiction, mais elles sont posées par des chercheurs sérieux dans des revues à comité de lecture. Et la raison en est que les données persistent à défier les explications simples et rassurantes. Partie 5, semences planétaires et origines artificielles, les grandes questions. Prenons du recul un instant pour poser une interrogation qui semble presque philosophique, mais qui a des implications scientifiques bien concrètes. Et si certains? Et si les objets interstellaires n'étaient pas de simples comètes gelées, mais qu'ils revêtaient une importance plus profonde? Et s'ils intervenaient dans l'écologie cosmique d'une manière que nous commençons tout juste à saisir, ou pire, que nous n'avons même pas encore envisagée? Une hypothèse émergente en théorie de la formation planétaire gagne du terrain ces dernières années et elle traite l'un des mystères classiques non résolus dans ce domaine. Le souci porte sur la barrière des tailles métriques qui se présente ainsi. Lors de la genèse d'un système planétaire, on part d'un disque de gaz et de poussière orbitant autour d'une étoile naissante. Les minuscules grains de poussière s'agglutinent via des forces électrostatiques et des chocs légers, évoluant peu à peu en cailloux, puis en roches et enfin en blocs massifs. Mais dès qu'on atteint des corps d'environ 1 mètre de diamètre, tout s'emballe. À cette échelle, les impacts entre objets libèrent une énergie suffisante pour les pulvériser au lieu de les souder. De plus, dans cette gamme de tailles, la traînée aérodynamique due au gaz provoque une décélération orbitale fulgurante. Les objets de taille métrique s'enroulent vers l'étoile et s'y consument avant de pouvoir s'agrandir. C'est un vrai casse-tête, car les planètes pullulent, ce qui implique qu'un mécanisme doit franchir l'écart entre ces débris millimétriques et les planétésimaux kilométriques dotés d'une gravité assez forte pour poursuivre leur croissance par accrétion. Diverses pistes ont été avancées, turbulences dans le disque,
pièges de pression, instabilité de flux, mais aucune ne s'adapte idéalement à tous les cas. C'est là que ça devient captivant. Et si la réponse n'exigeait pas de se produire dans chaque système planétaire? Et si des corps imposants pouvaient être importés de l'extérieur? Des scientifiques comme Suzanne Fellner et ses collègues suggèrent que des objets interstellaires, ces entités préformées vagabondant dans la Voie lactée, pourraient être piégés par des systèmes planétaires en formation et servir de noyau pour l'accrétion. Imaginez un corps de 10 km de large qui dérive dans un disque protoplanétaire et se fait capturer gravitationnellement. Il a déjà surmonté la barrière des mètres. Il peut dès lors accumuler de la matière sans tarder, en grossissant via des heures avec les innombrables cailloux et rochers du disque. Au fil du temps, ce germe externe pourrait se développer en une planète authentique, ou du moins en une lune majeure ou un protoplanète. Cette idée résout plusieurs énigmes d'un coup. Elle éclaire comment contourner la barrière millimétrique dans les systèmes où les processus locaux peinent. Elle anticipe que certaines planètes galactiques afficheraient des compositions atypiques issues de matériaux importés plutôt que locaux. Et elle postule que les objets interstellaires influencent bien plus l'architecture des systèmes planétaires que nous l'avions cru. Ce ne sont pas de simples déchets cosmiques, ce sont des briques essentielles. Appliquons ce cadre à 3i Atlas. Ne pourrait-il s'agir d'un de ces germes planétaires jamais capturés? Un noyau d'accrétion errant qui a passé des milliards d'années à traverser l'espace interstellaire, amassant cette croûte irradiée sans jamais dénicher un refuge. Dans ce cas, ces anomalies de taille, de masse et de composition paraissent plus logiques. Ce n'est pas une comète ordinaire car il n'était pas destiné à l'être. C'est un projet de planète avortée, un embryon planétaire, ou le cœur de ce qui aurait pu devenir un monde tellurique s'il avait atterri dans un disque protoplanétaire au lieu de filer dans le néant. Cette vue d'ensemble reste hypothétique, mais ancrée dans la science. Elle n'invoque ni physique inédite ni matériaux farfelus, juste l'idée que la population interstellaire est plus variée et plus cruciale que supposé. Elle soulève aussi des interrogations passionnantes sur la panspermie, cette notion que la vie, ou au moins ses précurseurs chimiques, peut voyager entre systèmes stellaires via de tels corps. Si 3i Atlas est un germe planétaire transportant des molécules organiques, de l'eau et une chimie élaborée d'un autre système stellaire, et s'il avait été piégé par une jeune étoile il y a 4 milliards d'années, aurait-il pu ensemencer une planète avec les bases de la vie? L'Égypte elle-même pourrait-elle provenir d'un tel noyau importé? Ce ne sont pas des spéculations marginales. Elles animent les débats en sciences planétaires dominantes, car les observations sur des objets comme 3i Atlas nous poussent à viser plus large. Pourtant, une autre lecture plus polémique, plus dérangeante, persiste malgré les soupirs des chercheurs. L'origine artificielle. Avi Loeb est la figure la plus audible à défendre qu'il faut garder cette option ouverte. Il précise bien que 3i Atlas n'est pas nécessairement artificiel, mais que la méthode scientifique impose d'examiner toutes les hypothèses cohérentes avec les faits, pas seulement celles qui nous rassurent. Face à un objet aux ratios métalliques inhabituels, une trajectoire vaguement alignée sur l'écliptique, une masse supérieure aux prévisions, un comportement qui contredit les modèles cométaires standards et une structure potentiellement dotée d'une épaisse enveloppe traitée, on se doit de poser la question. Et si c'était un artefact? À quoi ressemblerait une sonde interstellaire? Nous n'avons qu'un seul exemple. La sonde spatiale. Nous avons fabriqué ces engins spatiaux de nos propres mains. Voyager 1 et 2, Pioneer 10 et 11, New Horizons. Ce sont nos sondes envoyées il y a des décennies, qui se trouvent désormais ou s'approchent de l'espace interstellaire. Elles sont modestes, pesant quelques centaines de kilos, conçues pour des missions scientifiques précises. Mais songez à une civilisation disposant de ressources et d'échelles temporelles qui nous échappent totalement. Imaginez qu'elle décide d'expédier un objet résistant, capable de résister à des millions ou des milliards d'années en voyageant d'étoile en étoile. On ne le construirait pas à la manière de voyager. On l'entourerait sans doute d'un blindage, peut-être de glace, un matériau abondant et efficace contre les radiations. On le rendrait assez imposant pour qu'il survive au choc avec les débris interstellaires. On lui donnerait une trajectoire optimisée pour croiser un maximum de systèmes planétaires. Vue de l'extérieur, une telle sonde pourrait ressembler trait pour trait à une comète. Le blindage de glace se sublimerait en s'approchant d'une étoile, provoquant des dégazages qui imitent le comportement cométaire. Une croûte de radiation se formerait naturellement au fil du périple, offrant une protection supplémentaire. La seule façon de les distinguer serait par un examen approfondi de leur composition, de leur structure et de leur comportement.
Justement le genre d'analyse qui révèle sans cesse des bizarreries chez 3 Atlas. Permettez-moi d'être très clair sur un point. Il n'y a pas de preuve irréfutable ici. Aucune mesure isolée ne démontre une origine artificielle. Ce qu'on observe, c'est une série d'anomalies qui défient les explications naturelles simples et qui, si on les regarde sous le bon angle, pourraient s'accorder avec une conception intelligente. Ce n'est pas une démonstration, pas même une preuve solide. Mais cela suffit pour poser la question. Les conséquences de chaque hypothèse, origine naturelle d'une graine planétaire versus origine artificielle, sont immenses et divergentes. Si 3 Atlas est une graine planétaire naturelle, cela bouleverse notre vision de la formation des systèmes planétaires. Cela implique que la galaxie regorge de briques errantes, des Legos cosmiques qui s'intègrent parfois dans de nouveaux mondes. La formation des planètes serait plus aléatoire, plus tributaire du hasard, avec des rencontres davantage influencées par l'environnement galactique que nous ne l'imaginions. Cela augmente les chances que les ingrédients de la vie soient largement dispersés, que la chimie terrestre provienne de multiples systèmes stellaires et que nous soyons plus liés au cosmos que ne le suggère notre position isolée dans la galaxie. Si 3 Atlas est artificiel, les retombées sont encore plus vertigineuses. Cela signifie que nous ne sommes pas seuls, ou du moins que nous ne l'avons pas été à un moment de l'histoire galactique. Une intelligence capable d'ingénierie interstellaire a existé ou existe encore. Il pourrait y avoir des réseaux de sondes, des escadres de vaisseaux, des vestiges archéologiques disséminés dans la galaxie, prêts à être découverts. Cela modifie les probabilités pour le SETI, la recherche d'intelligence extraterrestre, en indiquant que les civilisations créent des objets durables, qui voyagent et laissent des traces. Cela soulève aussi des interrogations dérangeantes. Pourquoi lancer des sondes? Que cherchent-elles? Sont-elles toujours opérationnelles, transmettant des rapports à des créateurs peut-être éteints depuis longtemps? Ou s'agit-il de reliques inertes, de monuments muets à des civilisations disparues? L'attitude de la communauté scientifique face à ces interrogations est partagée, pour le dire doucement. La position dominante reste profondément sceptique quant aux allégations d'origine artificielle. Le scepticisme est sain. C'est le système immunitaire de la science qui protège contre les illusions et les erreurs d'interprétation. Mais certains chercheurs soutiennent que ce scepticisme vire à la réfutation automatique, que le tabou entourant les hypothèses extraterrestres est si pesant que les scientifiques évitent d'explorer certaines pistes de peur de ruiner leur carrière. Ilob s'est exprimé sans détour sur ce sujet, affirmant que la méthode scientifique se moque de votre zone de confort. Si une hypothèse est vérifiable et compatible avec les observations, on l'examine. On ne la rejette pas d'avance parce qu'elle dérange ou parce que les collègues risquent de se moquer. Il a exhorté la NASA et les autres agences spatiales à publier toutes les données recueillies sur 3 Atlas. Spectroscopie, photométrie, mesure de trajectoire, tout le reste, afin que des chercheurs indépendants puissent les analyser sans filtre institutionnel ni préjugés. Cette demande de transparence est cruciale, car elle touche à un problème plus profond en astronomie contemporaine. Nous disposons de données plus abondantes que jamais, mais beaucoup sont cloisonnés derrière des accès institutionnels, des instruments propriétaires, ou simplement pas encore traités et publiés. Si 3D Atlas est vraiment aussi étrange qu'il y paraît, la communauté scientifique a besoin d'un accès total aux données brutes pour démêler l'affaire. La transparence ne vise pas à prouver l'existence d'extraterrestres, elle sert à démontrer qu'ils n'existent pas, si c'est ce que révèlent les faits. Dans tous les cas, il faut tout examiner. Il y a un parallèle historique intéressant à évoquer. Quand cet objet a été repéré en 2017, il présentait des anomalies, la forme allongée, la rotation en culbute, l'accélération non gravitationnelle. Certains chercheurs ont interprété cette accélération comme potentiellement artificielle. L'eau a suggéré qu'il pourrait s'agir d'une voile solaire, une fine membrane réfléchissante propulsée par la pression de radiation, ce qui justifierait le mouvement sans recourir à des éjections de gaz. La communauté scientifique dominante a répliqué avec des hypothèses naturelles, l'évaporation de glace d'hydrogène étant la plus couramment admise. Pourtant, cette controverse a mis en lumière à quel point notre connaissance des objets interstellaires reste limitée et comment nous tendons à nous raccrocher à des interprétations familières, même si elles exigent des circonstances de plus en plus précises. 2I, Borisov, était différent. Il ressemblait à une comète ordinaire, agissait comme telle et collait aux simulations existantes. Cela aurait dû clore le débat. Les objets venus d'ailleurs ne seraient que des comètes et astéroïdes lambda. Rien d'exceptionnel.
Mais voilà que 3i Atlas débarque et défie à nouveau les normes, d'une manière totalement inédite. Si 1 sur 3 objets interstellaires observés est bizarre, c'est une curiosité. Si 2 sur 3 le sont, chacun à sa façon, cela commence à esquisser un schéma, et les schémas appellent des justifications. Du point de vue de la réflexion critique, il ne faut pas se précipiter vers les extraterrestres, mais il est tout aussi erroné d'écarter les bizarreries simplement parce qu'elles dérangent. La science progresse en considérant les irrégularités avec sérieux, pas en les minimisant. Chaque grande révolution en physique et en astronomie, l'héliocentrisme, la relativité, la mécanique quantique, la matière noire, a débuté par des données qui contredisaient les théories dominantes. Les pionniers de ces avancées étaient ceux qui osaient affirmer « un fond, quote, 0. C'est précisément la situation avec 3i Atlas. Les modèles prévoient un comportement précis, or il agit autrement. Ils anticipent une composition particulière, mais elle est différente. Ils tablent sur l'apparition d'une queue de poussière à un moment donné et rien ne se passe. À un certain stade, il faut se demander si le souci réside dans cet objet isolé ou dans les modèles eux-mêmes. Et si ces derniers sont imparfaits, que leur manque-t-il? Des mécanismes naturels inconnus, une chimie mal comprise ou autre chose qui nous obligerait à élargir notre notion de ce qu'est un objet naturel. Tandis que 3i Atlas s'éloigne du Soleil dans les prochains mois, nous aurons l'opportunité d'observer ses prochaines évolutions. Va-t-il s'estomper de manière prévisible en respectant la loi de l'inverse du carré pour l'éclairement solaire? Continuera-t-il à éjecter des gaz générant des jets et des panaches alors que sa croûte se désagrège? Détecterons-nous d'autres irrégularités dans sa trajectoire, de légères déviations d'un parcours purement balistique suggérant une structure interne ou des processus actifs? Ces interrogations devraient pas captiver les astronomes, les maintenant rivés à leurs instruments tout l'hiver 2025 et au-delà, jusqu'en 2026. Partie 6, et après, la phase de départ et les éléments à surveiller. Le 29 octobre 2025 marquait le périhélie, l'apogée, le point culminant. L'instant où 3i Atlas frôlait le plus près le Soleil et explosait en luminosité. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En un sens, elle ne fait que commencer, car les événements pendant le retrait pourraient révéler plus que l'approche initiale. Alors que 3i Atlas s'enfonce dans l'obscurité au-delà de notre système solaire, il emportera des mystères que nous ne saisirons qu'en observant attentivement avec les outils adaptés au bon moment. La période d'observation est restreinte et se referme. Début novembre 2025, 3i Atlas s'éloigne du Soleil à 60 km/s, creusant chaque jour la distance avec la Terre. Plus il s'éloigne, plus il s'assombrit, obéissant à la loi de l'inverse du carré. La luminosité diminue proportionnellement au carré de la distance. Bientôt, sans doute dans 6 mois à 1 an, il sombrera sous le seuil de détection des télescopes terrestres et spatiaux les plus performants. Ensuite, il se fondra dans le vide cosmique et nous ne le reverrons plus. Le temps presse donc. Les astronomes disposent d'une brève fenêtre pour accumuler des informations, et chaque mesure compte. Ils suivront plusieurs prévisions essentielles, et tout écart en serait lourd de sens. D'abord, le comportement d'émission de gaz. À mesure que 3i Atlas s'éloigne de la chaleur solaire, le rythme de sublimation devrait ralentir de façon attendue. On devrait assister à une perte de brillance, à un rétrécissement de la chevelure, à un affaiblissement puis un arrêt des jets et panaches. C'est le déroulement classique pour une comète en phase de départ, l'inverse de l'approche. Si 3i Atlas suit ce scénario, cela renforce l'idée qu'en dépit de ses singularités, il reste une comète au fond, quoique atypique. Mais s'il dévie, si les émissions perdurent au-delà des attentes, ou surgissent, sans crier gare, ou affichent des cycles d'activité non liés à la distance solaire, cela indiquerait des sources de chaleur interne, peut-être une désintégration radioactive, ou une énergie accumulée qui se libère, ou des réactions chimiques sous la surface, indépendantes du rayonnement solaire. Ensuite, les transformations structurelles, cette croûte de radiation dont nous avons tant parlé, cette couche de 50 tonnes. La coquille de 65 pieds en matériaux traités subit une tension importante. La chaleur solaire a provoqué une dilatation thermique, l'évacuation de gaz a généré une pression interne, et l'objet a peut-être connu des secousses ou des fissures en traversant le périhélie. Au cours de la phase de départ, des fragments de la croûte pourraient se détacher, révélant un matériau intérieur plus frais. Si cela se produit, la spectroscopie le détectera. Nous observerons des modifications dans les raies d'émission, l'apparition de nouvelles molécules ou des proportions différentes de composés volatiles. Cela serait d'une valeur inestimable,
car cela nous offrirait enfin un aperçu sous le voile. Troisièmement, et c'est essentiel, l'accélération non gravitationnelle. Quand les comètes libèrent des gaz, les jets de vapeur fonctionnent comme de minuscules moteurs fusées, produisant une poussée qui modifie légèrement la trajectoire de l'objet. Pour 3I Atlas, nous devrions observer des effets analogues s'il émet vraiment des gaz. La question reste de savoir si ces écarts correspondent à nos prévisions fondées sur les émissions observées ou s'il y aura des divergences, des accélérations supplémentaires ou des directions de propulsion qui ne coïncident pas avec les jets visibles. Si des changements de trajectoire inexpliqués apparaissent, c'est un signal d'alarme. Cela pourrait indiquer des jets cachés du côté nocturne ou autre chose, un déplacement de masse interne, des systèmes actifs, une propulsion. Il y a aussi un appel à une transparence plus large des données sur toutes les plateformes d'observation. Le JWST de la NASA a recueilli des informations sur 3I Atlas. Les télescopes au sol au Chili, à Hawaï, aux îles Canaries et ailleurs l'ont fait aussi. Les radiotélescopes écoutent. Les observatoires spatiaux suivent la trace. Toutes ces données doivent être rassemblées, vérifiées et rendues accessibles. Avilob a été particulièrement insistant sur ce point, affirmant que la transparence n'est pas seulement une bonne pratique, mais indispensable pour trancher les controverses autour de 3I Atlas. La science progresse au mieux quand elle est ouverte, quand les équipes rivales peuvent examiner les mêmes informations et valider les conclusions des autres. Pour ceux qui souhaitent suivre, les meilleures longueurs d'onde pour observer 3I Atlas pendant le départ sont l'infrarouge et l'ultraviolet. L'infrarouge capte l'émission thermique du noyau et les signatures de gaz chauds comme la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone. L'ultraviolet détecte les radicaux hydroxyles, fragments de molécules d'eau dissociés par le rayonnement solaire, et peut repérer des variations subtiles dans les taux de production d'eau. Les observations en lumière visible restent utiles pour suivre la brillance et la morphologie. Les observations radio peuvent identifier certaines molécules comme le monoxyde de carbone, difficiles à voir dans d'autres bandes spectrales. Les défis sont majeurs. 3I Atlas s'éloigne du Soleil, ce qui le rend plus petit en taille angulaire et plus faible en luminosité. Aucune mission spatiale n'est en route pour l'intercepter. Il file trop vite, il a été découvert trop tard, et lancer une sonde pour le rattraper exigerait des budgets de delta Vav que nous ne pouvons pas atteindre actuellement. Nous sommes donc limités à l'observation à distance, ce qui nous restreint aux photons, à la lumière voyageant de l'objet vers nos détecteurs. Permettez-moi d'exposer 2 scénarios possibles pour la suite. Case A, un départ normal. Au cours des 3 à 6 prochains mois, 3I Atlas s'estompe selon des courbes prévisibles. Les émissions de gaz diminuent comme anticipé. La trajectoire suit les prédictions gravitationnelles avec de légères corrections non gravitationnelles explicables. La spectroscopie montre une composition qui se stabilise ou évolue progressivement à mesure que les couches superficielles se subliment. D'ici mi-2026, l'objet devient invisible et la communauté scientifique publie des articles concluant que 3I Atlas était une grande comète interstellaire inhabituelle, mais finalement naturelle, modelée par une altération extrême due au rayonnement pendant son voyage. KB, des anomalies persistantes. La brillance ne diminue pas comme prévu. Peut-être maintient-elle un niveau d'activité élevé ou connaît-elle des sursauts inattendus des semaines après le périhélie. La spectroscopie repère de nouvelles émissions absentes auparavant, suggérant que l'intérieur diffère fortement de la surface. L'analyse de trajectoire révèle des accélérations non gravitationnelles qui ne correspondent pas aux jets visibles. Les radiotélescopes captent des signaux périodiques ou des émissions radio inhabituelles évoquant peut-être une activité électrique. Plus nous accumulons de données, moins cela cadre avec les modèles cométaires standards et le débat s'enflamme. Quel scénario se réalisera ? C'est cette incertitude qui rend les prochains mois si passionnants. Vous pourriez assister à un moment charnière dans l'étude des visiteurs interstellaires. Pas seulement cet objet, mais le cadre même pour interpréter tout ce qui erre dans notre système solaire depuis les étoiles lointaines. Mais pendant que nous attendons que 3I Atlas dévoile ses mystères ou les emporte dans l'ombre, d'autres récits se déroulent en parallèle liés à cet instant. Des avancées en technologie et en recherche qui transforment notre façon de détecter, d'étudier et de comprendre ces voyageurs cosmiques. Partie 7, récits parallèles. Une avancée récente dans la détection d'astéroïdes assistée par l'IA. En 2025, tandis que les télescopes du monde entier suivaient dans le comportement étrange de 3I Atlas, une autre révolution. Une révolution se déroulait discrètement dans la manière dont nous repérons et suivons les objets célestes.
Des systèmes d'intelligence artificielle, formés sur des décennies de données astronomiques, ont commencé à identifier de façon autonome les objets proches de la Terre, à signaler des comportements inhabituels et à alerter les astronomes humains sur des éléments qui auraient pu passer inaperçus. Ce n'est pas de la science-fiction. Cela se produit actuellement et cela transforme radicalement notre approche d'études, qu'il s'agisse d'astéroïdes, de comètes ou de voyageurs interstellaires. La détection classique des astéroïdes et des comètes repose sur des télescopes automatisés qui balayent tout le ciel, capturent des images et les comparent à des clichés antérieurs pour repérer les déplacements. Les objets en mouvement sont marqués, leurs coordonnées notées et sur plusieurs nuits, leurs trajectoires sont déterminées. Ce mécanisme est automatisé depuis des décennies et il excelle pour localiser des entités familières se comportant comme prévu. Cependant, il peine face aux irrégularités, comme ces corps qui s'illuminent soudainement, suivent des routes atypiques ou affichent des réactions en dehors des modèles appris. C'est là que la machine learning entre en scène. Ces dernières années, les astronomes ont entraîné des IA sur d'immenses ensembles de données, incluant des millions d'observations d'astéroïdes, de comètes, de supernovae, d'étoiles variables et de tous les phénomènes éphémères modifiant le firmament. L'IA assimile les motifs récurrents, mais surtout, elle repère quand un élément détonne. Elle agit comme un détecteur d'anomalies, capable de déclarer « Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est étrange, et il faut que quelqu'un y jette un œil ». En 2025, l'un de ces outils a repéré un objet proche de la Terre montrant une activité comme tiers bien avant que les humains ne s'en rendent compte. L'IA a perçu des variations subtiles de luminosité et les prémices d'une chevelure avant que l'objet ne soit formellement qualifié d'actif. Cet avertissement précoce a permis aux observatoires de diriger leurs appareils, de recueillir des informations dès le début de l'activité et de suivre son développement en direct. Appliquons cela aux objets interstellaires. Le défi avec des entités comme Oumuamua, 2I Boris et Tri-Atlas réside dans leur vitesse élevée et leur découverte souvent tardive, quand elles approchent déjà du Soleil. Oumuamua a été détecté après son passage au périhélie, alors qu'il s'éloignait déjà. Quand les astronomes ont compris de quoi il s'agissait, l'objet s'estompait et l'occasion d'une analyse approfondie était perdue. Les systèmes d'IA pourraient inverser cette donne. Si des algorithmes de machine learning scrutent en continu les données des relevés pour des trajectoires aberrantes, des vitesses inhabituelles ou des provenances ne correspondant pas aux populations connues du système solaire, ils pourraient signaler des visiteurs potentiels interstellaires des mois, voire des années à l'avance. Ce délai supplémentaire est inestimable. Il y a un autre atout. L'IA peut surveiller de multiples objets en parallèle et capter des évolutions comportementales que les astronomes humains pourraient ignorer. Figurez-vous le jaillissement rapide de 3I Atlas avant son périhélie. Un humain consultant les données de luminosité une fois par semaine pourrait déceler la tendance, mais pas le moment exact. Une IA opérant en quasi-temps réel détecterait l'éruption en quelques heures, lancerait des notifications automatiques et activerait les télescopes pendant que l'événement se déroule encore. Pour les phénomènes transitoires comme les sursauts, les jets, les fragmentations, une réaction si prompte est essentielle. Cela se relie directement à l'histoire de 3I Atlas. Si de tels systèmes avaient été pleinement actifs et en observation plus tôt, nous aurions pu saisir le début de son comportement atypique avec une meilleure précision temporelle. Nous aurions disposé de spectroscopies antérieures à l'illumination, offrant une référence pour les comparaisons ultérieures. Mais il y a un aspect spéculatif encore plus captivant. L'IA pourrait-elle déceler un comportement artificiel chez de futurs objets interstellaires ? Imaginez un système de machine learning formé non seulement sur des corps naturels, mais aussi sur des indices théoriques d'objets artificiels. On lui fournirait des infos sur le fonctionnement des engins spatiaux, des accélérations non gravitationnelles sans lien avec les émissions thermiques, des ajustements de trajectoire évoquant des corrections de cap, des signaux périodiques suggérant des émetteurs ou des structures tournantes. L'IA appréhenderait statistiquement l'apparence du Conquod 2 et guetterait ces marqueurs dans le flux de données. Ce n'est pas du domaine de l'imaginaire pur. Les chercheurs en SETI utilisent pour la machine learning depuis des années pour traquer dans les données des radiotélescopes des signaux anormaux potentiellement intelligents. Les mêmes logiques s'appliquent aux observations optiques et infrarouges des petits corps. On cherche des schémas échappant aux processus naturels, géométrie, périodicité, corrélation, indiquant un dessin plutôt qu'un hasard. Bien sûr, cela soulève des inquiétudes et des débats. Un problème majeur est le biais algorithmique.
Les systèmes d'apprentissage automatique ne valent pas mieux que leurs données d'entraînement. Si celles-ci penchent vers certains types d'objets ou de conduites, l'IA omettra ce qui sort de son cadre. Il existe un risque concret de faux positif. L'IA signale une anomalie, des ressources sont déployées, et il s'avère que c'est banal. Même les faux signaux d'alarme minent la confiance dans le système et gaspillent un temps d'observation précieux. Il existe également le souci des événements imprévus, ces phénomènes inédits qui ne correspondent à aucune catégorie connue par l'IA. L'apprentissage automatique brille dans l'interpolation, en décelant des motifs au sein des exemples familiers. En revanche, il peine davantage avec l'extrapolation, soit la détection de quelque chose de vraiment nouveau. C'est précisément pourquoi la supervision humaine demeure indispensable. L'IA doit servir d'outil pour renforcer les aptitudes humaines et non les supplanter. Un parallèle historique mérite d'être évoqué. La détection d'astéroïdes est passée de comparaisons manuelles sur plaques photographiques, où les astronomes alternaient littéralement les vues pour repérer les objets en mouvement, à des relevés numériques automatisés traitant des téraoctets de données chaque nuit. Cette automatisation n'a pas écarté les astronomes humains. Elle les a libérés des tâches fastidieuses pour qu'ils se consacrent à la recherche scientifique. L'IA représente l'étape suivante de cette progression. L'arrivée de 3i Atlas s'est produite à un moment pivotal, où notre technologie est suffisamment avancée pour l'étudier en profondeur, mais pas encore assez pour l'avoir détecté plus tôt ou suivi de manière exhaustive. Le prochain visiteur interstellaire pourrait survenir lorsque les systèmes d'IA seront pleinement opérationnels. À ce moment, des alertes automatisées déclencheront des réactions coordonnées à l'échelle mondiale et des modèles d'apprentissage automatique entraînés sur 3i Atlas et ses prédécesseurs pourront déclarer « Cela ressemble à l'autre », anticiper les anomalies. L'enjeu plus large est que 3i Atlas ne captive pas seulement en astronomie. Il incarne le début d'une ère nouvelle dans la surveillance des objets célestes où la technologie commence enfin à rivaliser avec les surprises cosmiques. Partie 8, récit parallèle, découverte récente sur les rayons cosmiques en profondeur spatiale, altération des petits corps. Tandis que 3i Atlas s'illuminait et intriguait les astronomes, en octobre 2025, des laboratoires terrestres diffusaient des études qui, par un hasard quasi providentiel, offraient un contexte essentiel pour interpréter ces observations. Le sujet portait sur le bombardement par rayons cosmiques et l'érosion radiative des petits corps en espace profond, précisément les mécanismes qui génèrent cette croûte de 15 à 20 mètres d'épaisseur que nous avons abordée. Voici ce que ces recherches ont démontré. Les rayons cosmiques et le rayonnement en espace profond modifient les petits corps bien plus intensément que ne l'anticipaient les modèles antérieurs. Les scientifiques savaient depuis des décennies que l'altération radiative se produit. Elle a été observée sur des astéroïdes, quantifiée dans des météorites et reproduite en laboratoire. Mais les nouvelles études, intégrant des mesures actualisées du flux de rayons cosmiques, avec des simulations informatiques sophistiquées et des expériences en labo sur des échantillons de glace et de minéraux, ont révélé que ces effets sont plus profonds, plus rapides et chimiquement plus élaborés qu'on ne l'imaginait. Au-delà de l'héliosphère protectrice du Soleil, l'espace est saturé de rayons cosmiques galactiques, principalement des protons, mais aussi des noyaux atomiques plus lourds comme l'hélium, le carbone, l'oxygène, le fer, tous propulsés à des énergies colossales par les chocs de supernovas et d'autres phénomènes violents. Lorsque ces particules percutent un objet solide, elles ne rebondissent pas simplement. Elles pénètrent, parfois sur plusieurs mètres, en heurtant atomes et molécules sur leur passage. Chaque impact transfère de l'énergie, rompant des liaisons chimiques, délogeant des atomes de leur place, générant des défauts et de nouvelles espèces chimiques. Un proton à haute énergie traversant de la glace d'eau peut dissocier la H2O en radicaux hydrogène et oxygène qui se recombinent ensuite différemment, produisant du peroxyde d'hydrogène, de l'hydrogène moléculaire ou des groupes hydroxyles. Les molécules carbonées se fragmentent et se réorganisent au fil du temps, sur des millions ou milliards d'années. Ce pilonnage forge une couche transformée, une croûte où la chimie et la structure divergent radicalement du matériau initial. Les recherches de 2025 indiquent que, dans des conditions interstellaires typiques, un objet de la taille de 3i Atlas développerait une couche irradiée de 15 à 20 mètres d'épaisseur, sur une échelle de temps de 1 à 2 milliards d'années. Cela correspond quasi parfaitement à l'épaisseur de croûte déduite des observations de 3i Atlas. Ce n'est pas qu'une hypothèse. Des expériences en laboratoire ont soumis des échantillons de glace et de fragments de météorites à des faisceaux de protons et d'ions lourds à haute énergie,
mimant l'exposition aux rayons cosmiques. Les résultats révèlent des transformations spectaculaires. La glace s'assombrit, perdant en réflectivité. Des molécules organiques émergent de précurseurs simples. Les glaces volatiles se mutent en formes plus réfractaires, nécessitant des températures plus élevées pour sublimer. Ces résultats de labo confirment les modèles numériques et fournissent des repères pour analyser les données observationnelles. Le lien avec 3i Atlas est direct et solide. Le comportement inhabituel de sa surface, le relâchement tardif de poussière, les signatures spectroscopiques étranges, la lueur bleue due à des molécules comme C2 et NH2 s'expliquent moins plus aisément si la surface est fortement irradiée. Ces molécules n'étaient peut-être pas là à la formation de l'objet. Elles pourraient résulter de milliards d'années de chimie induite par rayons cosmiques synthétisés dans la croûte durant le voyage interstellaire. D'autres cas éteignent cette vision. Les météorites récupérés sur Terre affichent souvent des âges d'exposition aux rayons cosmiques, des horodatages de leur combien de temps ces corps ont-ils été exposés aux rayonnements spatiaux avant de s'écraser. Certains affichent des âges d'exposition de dizaines de millions d'années et ils présentent des marques évidentes de modifications superficielles. La mission japonaise Hayabusa 2 a rapporté des échantillons de l'astéroïde Ryugu qui révélèrent des dommages dus aux radiations et des changements chimiques. Le mécanisme reste identique. L'espace profond n'est pas un milieu clément. Il est érosif, modificateur, et avec suffisamment de durée, il peut entièrement refaçonner la surface d'un petit objet. Pourquoi cela compte-t-il au-delà de l'explication de 3 atlas ? Parce que cela nous oblige à repenser nos préjugés sur ce qui définit un matériau intact. Quand nous examinons des astéroïdes, des météorites ou des comètes, nous les qualifions souvent de primitifs, comme des vestiges du système solaire originel. Mais si l'altération par rayonnement s'avère aussi importante que l'indique la recherche récente, alors même les objets de notre propre système solaire pourraient arborer des surfaces modifiées qui ne reflètent pas fidèlement leur cœur. Et pour les objets interstellaires, qui voyagent infiniment plus longtemps dans l'espace profond, la couche externe pourrait être presque totalement le résultat du périple plutôt que de l'origine. Cela implique des conséquences concrètes pour les missions de retour d'échantillons et les futures études d'objets interstellaires. Si l'on souhaite percer l'origine d'un tel objet, il ne suffit pas d'analyser la surface. Il faut percer en profondeur, traverser l'enveloppe, atteindre la matière interne protégée des rayonnements. C'est un défi technique, mais cela pourrait être la seule méthode pour obtenir des données fiables. Il y a aussi un aspect hypothétique, et si certains objets interstellaires possédaient des surfaces si intensément transformées que seul un noyau minuscule demeurait préservé ? Et si cette croûte radiée était si épaisse et si métamorphosée qu'elle agissait comme un emballage sauvegardant un contenu intérieur ? Pour une comète naturelle, ce contenu serait de la glace primordiale et de la roche. Pour une sonde artificielle, cela pourrait inclure des instruments, des stocks de données, voire des charges biologiques conçues pour résister au voyage. Je n'affirme pas que c'est le cas de 3 atlas. Je dis que la physique de l'érosion spatiale profonde génère des conditions rendant de tels scénarios physiquement possibles. Les répercussions pour l'interprétation des objets interstellaires sont considérables. Chaque mesure que nous effectuons échantillonne la surface ou les couches proches. Si cette matière a été traitée pendant des milliards d'années, nous ne voyons pas l'objet tel qu'il était. Nous voyons l'objet tel qu'il est devenu. Pour accéder à l'histoire des origines, il nous faut innover, peut-être en observant des objets qui se désintègrent, révélant leurs intérieurs, peut-être en concevant des missions capables de s'approcher des visiteurs interstellaires et de les foretter. 3 atlas pourraient s'avérer un exemple paradigmatique d'érosion spatiale profonde, se déroulant sous nos yeux. Tandis qu'il s'éloigne du Soleil, tandis que son enveloppe continue de se fissurer et de se détacher sous la contrainte thermique, nous pourrions enfin entrevoir l'intérieur. Dans les 2 cas, nous apprenons quelque chose. Dans les 2 cas, nous affinons nos modèles et nous préparons à l'arrivée du prochain visiteur interstellaire. Et il y en aura un autre. La galaxie regorge d'objets nomades et nos outils de détection s'améliorent.